Ici, Prosecco. Prosecco, tout le monde connaît. Un vin blanc pétillant, très populaire en Europe. Il est surtout produit autour de Trévise, mais son nom est celui d'un village désormais intégré dans l'aire urbaine de Trieste. La réputation des vignobles de la région repose en partie sur le karst, nom allemand d'un plateau nommé Carso en italien, Kras en slovène et Čars en frioulant. Il s'agit d'une formation calcaire dans laquelle les eaux s'infiltrent et génèrent des formes d'érosion originales, et karst est devenu le type idéal des phénomènes karstiques qu'on rencontre un peu partout dans le monde. Cet espace sec et bien ensoleillé est constellé de milliers de dolines, d'après le mot slovène qui signifie vallée. Ce sont des dépressions circulaires fermées, caractéristiques justement de ce qu'on a appelé le relief karstique. Ces dolines multiplient les systèmes de pente et les microclimats et donnent leur spécificité à des terroirs viticoles dont la création remonte à l'époque romaine. Nous nous situons dans un espace à la fois mélangé et partagé depuis des siècles entre les habitants de cette région qui comprend le Frioul, l'Istrie et la Dalmatie. Il a été cohabité pendant 1000 ans par les Vénitiens et les Slaves du Sud et augmenté des influences autrichiennes et hongroises. C'est un monde fondamentalement pluriel, non seulement d'une ville à l'autre, mais au sein de chaque ville et même de chaque famille, pour ne pas dire de chaque individu. Il possède une langue locale, le frioulan, romane mais assez différente de l'italien, et la spatialité qui dominait jusqu'à la fin du XIXe siècle n'était pas d'abord étatique, mais plutôt faite de communautés ethno-linguistiques, aux territoires flous, plus ou moins encadrés par des empires. C'était un monde plutôt pacifique et ouvert à l'altérité. L'Empire austro-hongrois commençait à s'engager dans un proto-fédéralisme plus respectueux des appartenances multiples de ses habitants. Et le succès de Trieste entre la fin du XVIIIe siècle et la Première Guerre mondiale a été l'expression magnifique de cette ouverture dont les villes étaient les premières à profiter. Claudio Magris, un écrivain triestin, a montré dans son livre Danube comment les logiques de réseau, en l'occurrence celles liées au cours d'un fleuve, pouvaient profiter à l'art de vivre et à la culture. La revendication nationale comme association exclusive entre un territoire, un État et un peuple a été, dans cette région et dans bien d'autres, le début d'un cauchemar sans fin. Trieste, qui florissait dans l'Empire, n'a toujours pas réussi à se trouver une place enviable dans l'Italie d'aujourd'hui. La géographie du peuplement distinguait les villes et la côte, plutôt italiennes, des campagnes et de l'intérieur, plutôt slaves. Dans la mythologie de la construction d'États-nations, il fallait pourtant impérativement des territoires continus, des frontières franches et un accès à la mer, toutes choses que la configuration locale ne pouvait pas offrir. Il fallait donc trancher dans le vif. Lors du plébiscite de 1916, les habitants de Gorizia s'étaient divisés, les quartiers de l'Ouest choisissant l'Italie et ceux de l'Est, le nouveau pays qui allait devenir la Yougoslavie. L'urbanité était sacrifiée à la division des nations. Et aujourd'hui encore, la zone frontalière qui sépare Trieste et Koper, en fait, les composants de ce qui, sur la carte, semblent les quartiers d'une même ville, reste un no man's land, alors même que l'Italie et la Slovénie font partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen. En 1945, le nouvel État yougoslave, dirigé par le maréchal Tito, ne pouvait espérer garder Trieste, dont la population était très majoritairement italophone. Pour les espaces qui se trouvaient plus à l'est, dans les villes côtières de l'Istrie où les italophones étaient également majoritaires mais moins nettement, et où les campagnes parlaient slovène ou croate, Tito chercha à créer un fait accompli irréversible. Il opta pour le nettoyage ethnique. Il massacra des civils, assassinant 10 000 italophones et en chassant 300 000 autres. Ces violences aidèrent la Yougoslavie à obtenir officiellement les territoires convoités en 1947, puis définitivement en 1954. Avec l'inclusion de Trieste dans l'Italie devenue fasciste après la Première Guerre mondiale, 100 000 Slovènes avaient de leur côté dû partir vers la Yougoslavie. Au jeu violent du nationalisme, tout le monde avait perdu. Ce qui fait la spécificité des massacres de 1945, ce sont les foibe.
Les partisans yougoslaves jetèrent et ensevelirent des Italiens morts ou vivants dans des gouffres karstiques verticaux comme les Avennes dans les Causses français, qui résultent de l'effondrement du fond d'une doline et communiquent souvent avec des réseaux hydrographiques souterrains. C'était pratique. Les fosses communes que, un peu plus tôt, les nazis ou les soviétiques avaient dû faire construire par leurs victimes avant leur exécution en masse, les communistes yougoslaves les avaient déjà à disposition, creusées en profondeur par l'érosion. Ils surent en tirer parti, cachant pendant un temps ces crimes contre l'humanité. Ces abîmes furent aussi un abîme pour les droits de l'homme, et encore il y a peu, des courants négationnistes niaient la réalité des massacres. On a pourtant trouvé des restes humains dans des centaines de foyers. Les estimations de 100 000 victimes contiennent une part d'incertitude, notamment parce que plusieurs organisations meurtrières ont utilisé le même type de dispositif. Il existe en italien un néologisme, infoibare, qui signifie jeter un être humain, mort ou vivant, dans une fosse et l'ensevelir. La langue se souvient de l'invisible. Vous voyez où je veux en venir. Prosecco et foibe, dans les deux cas, il est question de dolines et de karst. Et pourtant, ces territoires et ces tueries n'ont fondamentalement rien à voir les uns avec les autres. Le concept de nature n'appartient pas au monde physique ou biologique, mais au monde social. La nature, ce sont les logiques biophysiques, pour autant qu'elles concernent et qu'elles intéressent les hommes. Il y a donc des natures selon les moments et les lieux. Dans le karst, il y a une nature touristique, une nature viticole et une nature géopolitique, toutes choses qui ne sont en rien déductibles de ce qu'on appelle en géologie les phénomènes karstiques. Quant à lui, le mot karst, karso, kras, chars, qui est pleinement social, restera marqué par ses vignobles magnifiques et ses monstrueux assassinats, tous deux, tout ce qu'il y a de plus humain. Pensez-y en savourant votre prosecco. À bientôt dans un ailleurs qui sera aussi un ici.